Good afternoon, everyone. Thanks for joining Equinox Television on our midday edition of the bilingual newscast live from Douala, Cameroon's economic capital city and Equinox Center News Desk. It is a bilingual edition and the first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, bon après-midi. Merci Fami Armstrong Sanda, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est un crime crapuleux qui défraie la chronique à Cotan après avoir disparu. La petite Francine Ga a été retrouvée morte et sur son corps apparaissent des traces de violence sexuelle, donc une découverte macabre qui suscite dans les mois et la consternation. D'autres précisions dans ce reportage de Guizoro. Scène d'horreur en Koteng, l'un des arrondissements du département de la Haute-Sanaga. La jeune Francine Ga, âgée de 8 ans, a été retrouvée morte et atrocement mutilée au lieu dit Kangnanga le 19 mai dernier. Son grand-père maternel qui l'hébergeait raconte l'état dans lequel sa dépouille a été retrouvée. L'enfant était nu complètement, couché sur le ventre. Les traces de sang. Donc on a enlevé la mamelle. De ce côté-là donc, ils ont arraché le cœur. Du côté d'ici là, ils ont coupé la veine-ci. Donc il y avait une blessure ici, une blessure là, et violée devant et derrière. Pourtant, selon son grand-père, rien ne laissait présager un tel drame. Sa maisonnée, dont ses petites filles, étant affectées à leurs tâches quotidiennes ce jour-là. Quand elle rentre de l'école, juste quand elle se changeait, c'est comme ça qu'elle a pris un bidon pour aller puiser de l'eau. Quand j'arrive à ce point d'eau-là, je regarde si elle est là, je ne la vois pas. Ça veut dire qu'elle a fait peut-être demi-tour. On constate qu'elle n'est pas là. On demande qu'elle est où, on dit qu'elle est allée puiser de l'eau. C'est là malheureusement que le drame va se nouer avec la disparition de Francine Ga. On a fouillé, nous sommes passés ici à plusieurs reprises avec tout le voisinage jusqu'à 22h30. On ne fait que fouiller. Au premier abord, on se disait que peut-être qu'en faisant le premier tour avec son premier bidon, en rentrant, aller chercher les autres bidons, elle a pu trouver peut-être que ses camarades ont volé ça. Malgré toutes les battues, rien n'y fera et la dépouille ne sera retrouvée que le lendemain. Je suis parti à la police pour aller réclamer. Mais à ma grande surprise, autour de 9h, on me dit qu'on l'a retrouvée morte à côté de la maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Des témoignages du voisinage font état de faits suspects. Une de nos filles qui sarclait en manioc, je raconte que l'enfant est passé avec le premier bidon. Maintenant, elle est rentrée encore chercher. Pendant qu'elle monte avec le deuxième bidon, elle n'a pas mis long, donc le trajet ne lui permettait pas de rentrer aussi vite. Elle lui demande, à peine tu viens de partir là, est-ce que tu es arrivé à la maison? Elle a seulement ri, elle est partie porter le troisième bidon. Comme si au deuxième tour là, on a récupéré le deuxième bidon. Au troisième bidon également, c'est comme ça qu'on l'a amené. La mère de l'enfant morte déplore l'insécurité qui règne dans la Haute-Sanaga. Ça ne va pas. À la Haute-Sanaga, c'est grave. Il y a les crimes et les crimes et les crimes jour et nuit. Vous croisez des gens que vous ne reconnaissez même pas. Ils sont là influents. Quand tu le vois, tu as même peur de lui fixer dans les yeux. Parce que de peur qu'il va te demander pourquoi est-ce que tu me fixes. Parce qu'ils sont comme ça, quand tu le regardes, ils te menacent même. Qu'on les arrête et que justice soit faite. Parce que ce qu'on fait à ma fille, je ne pouvais pas imaginer qu'un truc comme ça, mon enfant pouvait subir une telle chose. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame et retrouver les auteurs de ce qui apparaît pour tous comme un crime crapuleux. Et une autre scène de crime, c'est au village Bamendo, à l'ouest Cameroun. Une jeune élève a trouvé la mort à la suite d'une bagarre. Une affaire de vol serait à l'origine de ce drame. Depuis lors, ses proches et camarades de classe sont inconsolables. Le récit de Leclerc Saké.
Le récit des faits donne des sueurs froides. On se croirait dans un film de fiction. Sonny Anderson Thiomo, élève en classe de 3e allemand au lycée de Bamendou, succombe après une bastonnade à lui infligée par un certain Olivier, la trentaine bien sonnée et vendeur d'huile à Bamendou 2 dans l'arrondissement de Pékin-Michel. Au commencement, le jeune homme est soupçonné d'avoir volé un montant de 7500 francs CFA le 20 mai dernier. Je suis rentré au champ aux environs de 18 heures. En cours de route, on m'a dit que Olivier a dit qu'on lui a dit que mon enfant a volé chez lui le 20 mai. Et il est venu, il a trouvé l'enfant en train de dormir. Il a arrêté l'enfant. Il était à la maison que seul, il a tapé sur l'enfant. Donc l'enfant a accepté que c'est lui qui a pris ses 7000 francs. Après la bastonnade et l'aveu du jeune homme, le présumé assassin ne va pas s'arrêter selon les témoins. Il est passé à la vitesse supérieure. Il a amené l'enfant chez lui, chercher la corde, l'attacher sur la moto et le mettre la corde sur le cou, tirailler l'enfant. Il a traîné durant toute la journée. L'une des mamans passées aussi a dit que non, si l'enfant s'est fait n'importe quoi, libère-le, laisse-le. Il a dit que non, je ne peux pas le laisser. L'enfant s'y m'a déjà trop eu. Selon ce que j'ai aussi compris. Après tout ça, la maman là le suppliait. C'est la maman là qui a retiré la corde sur le cou de l'enfant. L'enfant était en cours de route. Les passants qui passaient le voyaient. On l'a ramené jusqu'en bas de la maison. Son grand frère est parti là-bas, le porter, venu le mettre sur le lit là. Je suis rentré. Après, aux environs de 19h, le monsieur est venu. Il a dit que tu fais quoi coucher? Sors, tu me donnes mon argent. Mon argent sort maintenant. Je ne peux pas dormir sans cet argent. Moi et toi aujourd'hui, il est tiraillé encore jusqu'ici à côté en route. Il a encore rentré avec lui. L'enfant a dit que non, j'ai mon sable. Le matin, je vais partir chercher l'argent chez ma tante. Je vais te donner. Il a dit que oui, je t'attends. Le jeune Anderson, se tordant de douleur, va finalement succomber au petit matin du jour d'après sous le regard de ses parents et du présumé assassin. Celui-ci va prendre la fuite pour se réfugier dans un premier temps à la chefferie avant de chuter à la brigade de Pékin-Michel. À 2h20, je comprends un peu le bruit. Son grand frère dit que viens voir ce que ton enfant fait. Je suis venu voir comment l'enfant mourait. C'était comme ça. Et à 4h, on l'a appelé, que viens voir l'enfant là. Il est venu dire que donc petit, tu as fait comme ça jusqu'à entrer dans mes mains. Il est venu ici là, l'enlever de la maison. Tout de 10 heures, il a calculé tout juste quand il a su qu'il n'y a personne. Je suis venu le matin, j'ai dit que mais c'est comment? Il me voit, il commence à fuir. Il va à la chefferie, le chef lui dit que tu tues et tu cours. Il sort de la chefferie, fuit directement. Le chef de quartier qui est allé à la brigade l'a trouvé là-bas. On l'a mis dedans avant de venir se faire des enquêtes. Ils sont venus avec le médecin. Quand il faisait ça, il filmait et il interviewait l'enfant. Et on lui a dit, ce n'est pas qu'il a arrêté l'enfant dans la maison, jamais. Ce dimanche, l'inhumation du jeune Thiomo s'est déroulée dans de vives tensions. Les villageois ont décidé de l'enterrer devant la porte de son bourreau. Espoir de toute une famille, Thiomo Anderson ne composera malheureusement plus jamais le brevet d'études du premier cycle qu'il préparait pour juin prochain. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, des acteurs politiques s'insurgent contre la mauvaise gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de coronavirus au Cameroun. Ils exigent la démission de tous les membres du gouvernement accablés par le rapport de la Chambre des comptes. Ils s'exprimaient sur droit de réponse diffusé sur Equinox Télévision. Et voici donc les réactions recueillies par notre reporter Flavien Valondongo. Le scandale qui secoue le Cameroun en ce moment est celui du Covid-Gate qui crée la panique au sein du gouvernement depuis la publication du rapport de la Chambre des comptes. Vous voyez à quel niveau on peut se retrouver en termes d'incongruité quand on assiste à ce mauvais match que nous livre l'équipe de M. Paul Biya. On a simplement à constater que l'entraîneur de l'équipe Cameroun est un entraîneur incompétent dans le scandale, le Covid-Gate. Cette métaphore fait comprendre, et selon le militant du MRC et allié, que le désordre observé au Cameroun est entretenu par son chef. Le rapport de la Chambre des comptes révèle par ailleurs que la répartition de 180 milliards de francs CFA dans différents départements ministériels dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dévoile l'appétit très poussé que certains gestionnaires ont pour l'argent, même quand il ne leur appartient pas. Mais il a mis hors du terrain certains joueurs, à l'effet de rappeler à ceux qui ont à un moment donné usurpé dans la prise de décision
en croquant gravement l'argent de la Covid, ce que j'appelle maintenant, et nous pouvons maintenant appeler les crapules, qu'ils répondent de leurs actes. Lorsqu'on utilise l'argent, la dépense publique... Au sein du parti au pouvoir, l'indignation est plus grande. Certains militants comprennent enfin que leur formation politique est gangrénée jusqu'au plus haut niveau. Mais cette affaire est beaucoup plus grave qu'on le croit. Plus de 50 ans d'indépendance, le Cameroun n'a jamais connu une telle affaire où tous les membres du gouvernement, pratiquement tous, sont épinglés. Au regard de ce qui prévaut, la solidarité et surtout la cohésion au sein du gouvernement ont presque foutu le camp. Il y a eu de bout en bout des volontés de pouvoir mettre la main dans la caisse. Et nous savons tous qu'au sein du gouvernement, ils sont nombreux qui ne peuvent pas s'adresser la parole. On vous dit que le secrétaire général de la présidence de la République ne parle pas avec le ministre de la Justice, ainsi de suite. Le militant du Social Democratic Front pense plutôt que la démission des suspects serait le minimum à faire pour faciliter la diligence des enquêtes que mènent des structures chargées de dénicher les détourneurs des fonds Covid. C'est le minimum pour elle de démissionner, parce qu'en réalité, elle doit démissionner pour permettre aux enquêtes de se dérouler sans heurts, pour que les enquêtes se déroulent de manière sereine. Par contre, des sources laissent dire que le patron de la santé publique et celle de la recherche scientifique avouent n'avoir pas déchargé les sommes d'argent qui leur sont attribuées. On parle santé à présent. Les populations peinent à avoir accès aux soins oculaires de qualité et ne savent toujours pas à quel sens se vouer en cas de chaque fois qu'ils ont des troubles visuels. Pourtant, il existe une spécialité appelée optométrie qui, aux côtés de l'ophtalmologie, participe notamment à la réduction des affections de la vue. En ce mois de mai consacré à la santé visuelle, occasion pour nous d'ouvrir l'œil sur le rôle et l'importance de ces disciplines dans ce reportage de Marcelin Gonçalves. En ce mois de mai, dédié à la santé visuelle, le Centre national d'optométrie ne désemplit pas. C'est que les populations souffrent de plus en plus de troubles visuels qui se manifestent de plusieurs manières. En fait, ça fait pratiquement 2 semaines que j'ai des sensations de grains de sable dans les yeux qui démangent et les maux de tête, le cou qui fait très mal et parfois les yeux rougissent également. Je me suis dit que c'est pas normal, qu'il faut que j'aille voir un spécialiste qui fait dans le domaine. On m'a dit que, entre autres, que je suis hypermétrope. Je vois bien de loin, mais je ne vois pas bien de près. Comme je suis tout le temps devant la machine, ça fait en sorte que ça me crée des douleurs au niveau de la tête et aussi au niveau des yeux. Consulter un optométriste est essentiel pour la prévention des maladies des yeux. Mais c'est à peine si cette spécialité de la médecine oculaire est connue du grand public. L'optométrie, c'est une spécialité de consultation des yeux qui s'adresse essentiellement aux gens qui ont mal aux yeux, mal à la tête et qui ne voient pas bien. L'optométrie se concentre à détecter et à corriger ce que l'on appelle les défauts visuels comme la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Et en plus des défauts visuels, l'optométriste détecte également ce que l'on appelle les troubles de convergence. Vous avez des gens qui ont souvent des yeux qui ne regardent pas tous les deux dans la même direction. Dès lors, la meilleure façon de préserver sa santé oculo-visuelle est non seulement de se soumettre aux examens de routine, mais en plus de se faire consulter régulièrement par un optométriste, seul capable de détecter de potentiels troubles visuels. Les pathologies les plus fréquentes sont l'hypermétropie, la myopie, l'astigmatisme, la presbytie et les défauts de convergence. Des causes peuvent être idiopathiques, des causes peuvent être héréditaires et des causes peuvent être dues aux intempéries, les poussières, les vents, les grains de sable, les grains de pollen, les animaux domestiques. Voilà qui place l'optométriste au cœur de la lutte contre les maladies oculaires, sans pour autant rien enlever au rôle non moins important de l'ophtalmologue. La différence entre l'optométriste et l'ophtalmologue, c'est que l'optométriste se concentre sur la détection des défauts de la vision et des troubles de convergence, tandis que l'ophtalmologue, lui, se concentre sur les aspects purement maladie et va traiter ces maladies avec la chirurgie ou les médicaments, des maladies comme la cataracte, le glaucome, ainsi de suite. Alors, il est idéal de commencer par l'optométriste, et lorsque l'optométriste se rend compte que vous n'avez rien qui concerne les défauts de convergence ou les défauts visuels, il vous réfère ensuite chez l'ophtalmologue. Les problèmes visuels sont de plus en plus récurrents dans notre société et nécessitent une prise en charge sérieuse en vue de la préservation du capital visuel de chaque individu.
À présent, se publie ce reportage l'Institut supérieur du tourisme et d'hôtellerie et des arts culinaires s'arrime au nouveau métier de l'enseignement secondaire technique. Ces candidats viennent de prendre part à la formation des formateurs dans des filières innovantes telles que la charcuterie, de même que la yaourterie et pâtisserie. Reportage. Des mains du ministre des enseignements secondaires, du secrétaire d'État et des représentants de diverses administrations, des stagiaires de l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et des arts culinaires reçoivent les attestations de fin de formation. Ils font partie de la crème qui a été sélectionnée pour prendre place à bord du train de l'innovation, laquelle consiste à l'implémentation des nouvelles filières de l'enseignement technique portées par le projet gouvernemental de l'enseignement secondaire technique. Nous avons pu relever un challenge, un défi de former des formateurs en 3 mois seulement dans les filières de boulangerie, pâtisserie, charcuterie et yaourterie. Et le résultat à la fin de la formation est tout à fait appréciable. Vous avez dû voir tout à l'heure les réalisations des apprenants. Vous avez dû voir tout ce qu'ils ont dû faire en si peu de temps. Et désormais, ils sont prêts à le faire pour former d'autres personnes. Et c'est justement la plus-value qui est attendue de ces formateurs. Ils doivent à leur tour partager avec leurs apprenants les enseignements reçus en boulangerie, pâtisserie, yaourterie et charcuterie. Nous ressortons aujourd'hui avec nos diplômes qui vont nous servir demain, pas seulement dans le cadre de l'enseignement, mais aussi pour pouvoir mettre sur pied des entreprises et aussi pour pouvoir nous faire des revenus. Je pars étant très contente de mon attestation et de ma formation. Nous allons mettre les connaissances que nous avons apprises en formation aux apprenants et nous espérons qu'à la fin ils seront capables de mettre en pratique ce qu'on les a appris. And we are proudly going out to the field to impact knowledge on the junior students behind. And we are going out as proud formators from Soup Hotel Istac. I am proudly saying that the formation was a very good one and I say bravo to Soup Hotel Istac. La visite du stand d'exposition permet à la patronne des enseignements secondaires et sa suite de toucher du doigt ce dont les stagiaires de Sup Hotel Istac sont capables. Toute attentive, la professeure Nalova Lyonga est séduite par le savoir-faire qui augure de lendemain meilleur dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement secondaire technique. À travers sa participation à la formation des formateurs, Sup Hotel Istac réaffirme son engagement à offrir à ses apprenants un enseignement de qualité, susceptible de leur ouvrir sans grande difficulté les portes de l'emploi. Les apprenants font cours dans des conditions assez idéales et sont suivis, je dirais, étudiants après étudiants. Mettons l'accent sur la formation des hommes, leur donnant un métier. Notons que nous avons fait le choix des entreprises qui excellent dans le domaine pour pouvoir donner la possibilité à nos apprenants de faire un stage dans les conditions réelles d'apprentissage, dans les conditions d'exigence réelle du métier actuellement. Et généralement, à 70% des cas, ces apprenants sont retenus en lieu de stage pour leur proposer un CDI ou un CDD à la fin des études. Le campus situé à Bonabéry, lieu dit Dobo, offre un cadre idéal pour l'apprentissage, en plus de disposer d'un plateau technique de dernière génération qui fait de cet institut privé d'enseignement supérieur une référence dans la sous-région. Nous avons un plateau technique constitué d'une très grande cuisine de 450 mètres carrés avec les équipements de la dernière technologie. Nous avons un hôtel d'application où les étudiants apprennent et pratiquent en temps réel. Nous avons un restaurant d'application, nous avons une médiathèque et une bibliothèque. Nous avons dans tout le campus la connexion Internet Wi-Fi pour les recherches des étudiants. Basé dans la capitale économique, l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et des arts culinaires vous ouvre ses portes. Les recrutements se font certes sur étude de dossier, mais le nombre de places est limité. Des enseignants chevronnés et un cadre approprié vous y attendent pour une formation de qualité en totale adéquation avec la politique gouvernementale de professionnalisation des enseignements. Deuxième partie de ce journal avec vous, Fomi Armstrong. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin on human interest to say that family members of Jess Navas, 6-year-old, electrocuted at the Tamulung neighborhood of the Bamenda 2 subdivision in the Mezam division, northwest region of Cameroon, are still in shock. Reports say the young man was confirmed dead after the incident in a hospital. Details with Immaculate Fogwe in the following report. Sudden death
of 6-year-old Jess Navas, living in the Tamalung neighborhood, Bamenda 2 subdivision, has left his family, neighbors, and friends in shock. Jess Navas was electrocuted as he came in contact with an electric cable while he was playing in a room with his peers. According to locals, the room had been left open after a tenant packed out a month ago. It's a very shocking news. I don't know. I'm speechless, really. It is a shocking incident. I saw him 20 minutes ago and I gave him scotch egg. I was later informed that he was electrocuted at the neighbor's house. Few minutes after we arrived at the hospital, we were told that he is dead. They say the pulse don't stop. I had no choice. I was informed that he was electrocuted. When I arrived at the hospital, I was told the child is dead. If someone has a hand in his death, then that person will know no rest. But if it's God's will, then I believe he knows why. The child was buried immediately in the compound. Inhabitants blamed the owner of the said room for being negligent. And the population of Dibongo village in Mwanko in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region of Cameroon have stood up against the announced coming of a new timber exploitation enterprise to their village. The people say the existing timber enterprises operating in their village have not been participating in community development but have rather gone ahead to destroy the few available stretches of roads leading to the village and linking the village to other areas of the Sanaga Maritime and the Littoral region in general. Details in the following report. Le pouvoir est chacun parce qu'il y a le pouvoir public. Parce qu'on dit que bon, l'autorité administrative. In Dibongo village in Mwanko of the Sanaga Maritime Division of the Littoral region of Cameroon, an abusive forest exploitation is unfolding, even at the detriment of the well-being of the helpless local population. Instead of living better from the exploitation of rich mineral resources found in their community, the people have seen their roads transformed into a pool of mud and bumpy track by timber exploitation companies. 12 years ago, this village was practically inaccessible. We in our pains wrote to the government on countless occasions to have the road open up. But within 6 months only, we have seen 3 enterprises getting particularly so interested in exploiting the wood in our village. Few months after others started exploiting the wood in our village, the road has been transformed into a pool of mud. We cannot use the road again. Monsieur le sous-préfet, vous êtes venu par haut. Pourquoi? Pourquoi vous êtes venu par haut? Il y a une jolie route là. One of the problems that pushed them to openly protest the deal's announcement of the coming of a third timber exploitation enterprise in their community. Responding to the angry population, the Dio said he and his team did not come to the village to impose, but consult with the people on the merit and demerit of having another enterprise operate in their locality. Accused of the non-respect of the initial text defining their responsibility to the local population, heads of the exploitation enterprises say they have been doing their best to improve the state of the main road leading to the village, but the villagers have consistently been ungrateful. Toujours confrontés à la résistance des populations qui estiment que nous ne faisons rien. A narrative which villagers qualify as false. On nous raconte beaucoup trop d'histoires. They are determined to maintain their resistance till the last man standing. In Dibongo village in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region, like in the Nyongankele Division, Central region, and in the East region of Cameroon, extracting and exploitation companies are accused of abusive exploitation and the non-participation in the local community development.
Still in the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region of Cameroon, the people of Yasuku are decrying the absence of teachers in a lone primary school that exists in the area. They say the school has been abandoned in the bush and has now been colonized by dense vegetation. The people are also indicating that they have other pressing problems such as bad roads, but the education of their children is their top priority. Charles Ekome tells us more in the following report. It's been almost a year that the pupils of Government School Yasuka in the Sanaga Maritime Division have not attended classes. This school, found in the Edeya 1 subdivision, has now been covered up by dense vegetation due to inactivity. Take a look at the school. For the past 20 years, this school has always been functional. The school has always had an enrollment of more than 100 pupils. My first daughter had a certificate d'études primaires here. Parents also say they have been suffering because the school is no longer functional, a situation which has pushed most of them to send their children to neighboring towns, while other parents with limited means and resources continue to watch their children stay home uneducated. These are my children. They are not able to go to school this year due to the closure of the government school. Despite other emerging problems in the locality, such as bad roads, the population continues to decry the present situation of no primary schools in the area. The least they expect and ask of the government is that Government School Yasuka is once again functional in order to preserve the future of these children. À Yasuku, en Dombia personnellement, nous voulons l'école. Just like the people of Yasuka in the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region, those of Limbe 1 subdivision in the Fako of the Southwest region say they also have problems. They have problems such as that of bad roads in the Limbe 1 municipality, despite the presence of huge enterprises and parastatals within the municipality. The other problems of the Limbe 2 municipality is that of the low revenue collection by the Limbe 2 Council as a result of the impacts of the Anglophone crisis, that is for 2020. These statements were reviewed, or this information was reviewed by the mayor of the Limbe 2 municipality, Chief Ndive Walker Daniel, during a meeting of councillors of the Limbe 2 Council. Davison Maimu has the rest of the story from the Seaside Resort City. Despite hosting the National Oil Refinery Sonora, Chante Naval, the Limbe Nautical Art and Fishery School, and the Limbe Omisport Stadium, all financially empowered parastatus structures, the Limbe 2 subdivision is still suffering from poor road network, constant flow of potable drinking water, street lighting, among others. Speaking during the first ordinary session of the council to examine the administrative, management and stores account, the mayor, Chief Ndive Walker Daniel, said the 4 years ongoing Anglophone armed conflict and COVID-19 pandemic has retarded the council in its quest to improve on the basic structures within the municipality. We have the agriculture which is natural already to us, and we equally have a COVID pandemic that has made revenue collection to be very timid, at times not even effective. So with those challenges, it's difficult to retrieve revenue that can impact our population. However, the mayor revealed, with indication things are slowly but surely going back to normalcy, the council has engaged in the planting of solar street light, boreholes to provide potable water as priority for 2021. We are managing to satisfy our population with social amenities such as the roads, to electrify some quarters within the 2 municipality with 40 solar lights in boreholes, the rehabilitation of classrooms, some schools in the municipality. The Limbe 2 Council budget, which initially stood at 650 million CFA francs, witnessed an execution of 567 million CFA francs plus, with an excess of 23 million CFA francs. Ladies and gentlemen, that report from Limbe
brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.